Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Plus d'1 million d'unités du Volkswagen Touareg vendues depuis son lancement en 2002. C'est un énorme succès pour le constructeur allemand et dans ce segment des SUV de grande taille. Il faut savoir que ses marchés de prédilection étaient les États-Unis et l'Europe avec un rythme de croisière entre 15 000 et 30 000 unités vendues chaque année en Europe. À peu près pareil, même tendance aux États-Unis, surtout au début des années 2000. Mais en 2021, c'est la douche froide pour le groupe Volkswagen. Seulement 6 unités du Touareg vendues aux États-Unis. Et si je prends l'exemple de la France, 199 unités vendues seulement. Énorme différence par rapport à ces années de gloire. Et on se pose logiquement la question suivante, est-ce que le Touareg est mort en 2022 ? Pour répondre à cette question, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, ses équipements, ses technologies qu'il embarque, son comportement routier, puis je conclurai la vidéo en vous donnant ses défauts ainsi que ses qualités. Et je répondrai enfin à cette question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc les amis, vous vous abonnez et vous activez cette fameuse cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je diffuse. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Donc foncez vous abonner à mon compte Insta, Le Vendeur Automobile. C'est parti. Le Touareg, c'est le premier modèle SUV de luxe du groupe VAG. Il a été fabriqué en collaboration avec Porsche, car il partage la même plateforme que le Porsche Cayenne et aussi la même plateforme que l'Audi Q7 qui est arrivé quelques années après. Pour rappel, le premier modèle est apparu en 2002. Jusqu'en 2010, il est produit avec un restylage en 2007, beaucoup de motorisation essence V6, V8 et même W12 et aussi diesel avec une entrée de gamme en 5 cylindres. Il y a eu aussi des V8 diesel et un V10 diesel de 313 chevaux et même une version R50 avec une puissance qui culminait à 350 chevaux. Transmission intégrale de série et boîte de vitesse manuelle ou automatique. La deuxième génération commence en 2010 jusqu'en 2017 avec un restylage en 2014. Il y a un downsizing clair au niveau des motorisations. Exit le W12 et le V10 TDI. Là, on restait sur des moteurs V6 et V8 et apparition d'un moteur V6 hybride, toujours en transmission intégrale avec exclusivement des boîtes automatiques. La troisième génération que je vous présente aujourd'hui, elle est apparue au printemps 2018 avec des motorisations diesel et hybrides, mais sachez que maintenant en France, au catalogue, il n'y a que les motorisations hybrides qui sont présentes avec des puissances de 380 et 462 chevaux. Et celle que je vous présente, c'est le Touareg R, 462 chevaux. Niveau performance, vous n'allez pas être déçus. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Une voiture assez haut perché, hein. Forcément on est sur un SUV de grande taille. En haut du pare-brise, une caméra qui permet d'utiliser l'aide au maintien dans la voie ainsi que les feux de route adaptatifs. Vous pouvez avoir le pare-brise chauffant pour 550 €. Un capot moteur avec de belles lignes, je trouve, par rapport à la précédente génération, des lignes assez acérées, sportives et surtout marquées. On n'est plus sur un design rond, mais sur un design très anguleux. Et ça se vérifie aussi à l'extrémité du capot moteur avec la séparation entre les projecteurs et la calandre qui est ultra marquée. Les projecteurs, on est sur de l'IQ Light Matrix LED et ça c'est 2 séries. Dans leur prolongement, une calandre massive verticale, en noir brillant sur le modèle que j'essaye, car celle-ci est équipée du pack extérieur Black Airline, qui comprend non seulement la calandre en noir brillant, mais aussi d'autres pièces sur la face avant du véhicule avec l'encerclement des entrées d'air sur les parties latérales, ainsi que sur le bas du bouclier, une lame en noir brillant. Les tailles de jantes varient de 19 à 22 pouces. Sur le modèle que je vous présente, ce sont les Estoril 22 pouces bicolores, qui lui vont assez bien, je dois avouer, avec des arches de roue qui sont peintes en couleur carrosserie, tout comme les jupes latérales. On a ici un badge Airline qui n'est que présent côté conducteur. Alors peut-être qu'ici, il a été retiré sur le modèle d'essai, avec cet empiècement noir laqué et l'encerclement en chrome. Des rétroviseurs plutôt banals, je trouve, ils auraient dû peut-être mieux les dessiner. Coque de rétroviseur en noir brillant avec le répétiteur de clignotant. Il n'y a pas de caméra sous le rétroviseur, c'est assez inédit sur cette gamme de véhicules. Encerclement des fenêtres en noir brillant avec le vitrage Privacy qui comprend la lunette arrière et les vitres arrière qui sont surteintées et on a des rampes de pavillon qui sont en noir mat. Une ceinture de caisse qui est au-dessus des poignées de porte, ce qui surélève visuellement le centre de gravité de la voiture et lui donne ce côté assez massif. La voiture a des lignes très acérées, je trouve, et ça lui va bien. Empattement 2,90 m et un réservoir de carburant avec une contenance de 76 litres. La teinte de carrosserie présente sur le modèle d'essai, c'est le bleu lapis qui n'est que disponible sur la finition R. Dans le prolongement de la ceinture de caisse, on a les feux arrière à LED, assez effilés, ça lui va bien. Un bec arrière peint en couleur carrosserie avec son extrémité, peinte en noir brillant.
le logo Volkswagen trône au centre du haillon, à l'arrière du véhicule. Alors esthétiquement, je trouve qu'il s'intègre pas très bien à l'arrière du véhicule, ni à l'avant d'ailleurs. Il faudrait que Volkswagen pense sur des modèles avec cette vocation exclusive à retravailler, repenser ce logo qui commence à dater de plusieurs dizaines d'années maintenant. Et il faudrait qu'il puisse s'insérer de la plus belle des manières dans son actualité et surtout par rapport à des concurrents qui ont tous retravaillé leur signature visuelle. Il faudrait que le Touareg en fasse de même. Caméra de recul de série. Le bas du bouclier est assez épuré, même si certains le qualifieront de trop consensuel. Moi je trouve que ça va bien à la philosophie de la voiture avec la catadioptre qui prend toute la largeur du diffuseur arrière, des sorties d'échappement hexagonales chromées. Et vous pouvez en option, et c'est le cas sur le modèle que je vous présente, opter pour un crochet d'attelage escamotable avec assistant aux manœuvres avec remorque. Dans le coffre, dans cette configuration, vous avez 610 litres d'espace. Et si vous baissez la banquette arrière, qui est rabattable, avec les commandes qui se situent à droite et à gauche, dans le coffre, là vous aurez 1675 litres d'espace. Les câbles de recharge sont situés juste ici, dans ce rangement, qui est arrimé avec les petits crochets que vous voyez ici, qui sont chromés, à droite et aussi à gauche dans le coffre. Et vous en avez à l'entrée et aussi près de la banquette arrière. Alors il faut savoir que sous le plancher du coffre, vous n'avez pas de roue de secours, bien évidemment, vous avez un crochet de remorquage ainsi que le kit anti-crevaison et le caisson de basse. Les batteries étant situées sous le plancher du coffre, ça empiète forcément sur le volume de chargement. Le couvre-bagages, il est déployable automatiquement en fonction de l'ouverture et de la fermeture du haillon. Et sachez que sur la droite, vous avez un panel de commande qui vous permettra de recharger un appareil sur une prise 12 volts, de déployer le crochet de remorquage et vous pourrez aussi surélever et abaisser la hauteur du véhicule avec la commande qui est juste ici. Sur le crochet de remorquage, il met quelques secondes seulement à sortir et vous pouvez le rentrer en appuyant sur la commande du bas. Et ça prendra aussi quelques secondes seulement. Et bien sûr, vous avez l'ouverture et la fermeture du haillon électrique. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,88 m, largeur 1,98 m hors rétroviseur. C'est 4 cm de moins seulement que le dernier Range Rover 2022. Je viens d'essayer il y a quelques semaines. C'est vous dire la taille, c'est tout de même super imposant, sachant que le Range Rover est un des véhicules les plus larges hors rétroviseur sur le marché en France actuellement. Hauteur 1,76 m, ça c'est plutôt standard dans la catégorie des SUV de luxe. Et sur son poids en revanche, bon là il marque pas trop de points, 2,5 tonnes à vide sur la balance, ça commence à faire beaucoup. Sous le capot, là j'essaye la version hybride rechargeable de 462 chevaux en puissance combinée, puisque vous avez un moteur thermique, un V6 TSI et un moteur électrique de 136 chevaux avec une capacité de batterie de 17 kWh en brut, je tiens à préciser. Transmission intégrale 4Motion, boîte Tiptronic à 8 rapports, 0 à 100 km/h 5,1 secondes, ce qui est plutôt pas mal quand on voit le poids du véhicule à 2,5 tonnes à vide. VMAX 250 km/h, une consommation annoncée par Volkswagen à 3 litres. Bon alors là, à chaque fois que je vous parle et je vous essaye des véhicules hybrides rechargeables, vous le savez, les consommations annoncées par les constructeurs sur ce type de motorisation sont très souvent éloignées de la réalité, même très éloignées. Dans les faits, vous ferez plus entre 7 et 9 litres au 100 km. Les 3 litres, vous pourrez les faire si vous rechargez et vous utilisez tout le temps les batteries de votre moteur électrique. Ça, c'est très important à préciser. Autre point, lorsqu'on ouvre le capot moteur, moi il y a une chose qui m'a un petit peu déçu sur un véhicule qui frôle les 100 000 €, c'est la qualité des soudures. Alors ça ne présage pas de la mauvaise qualité d'assemblage de la voiture, je tiens à le préciser aussi. Mais par contre, quand on met autant de budget dans un véhicule, on ne s'attend pas à avoir des soudures de cette qualité. Ça c'est le petit détail qui tue, mais il fallait quand même que je vous le partage. Un prix de base de 96 950 € et le modèle que je vous présente, avec toutes les options qu'il contient, lui s'affiche à 106 660 €. Volkswagen, ça signifie voiture du peuple. Bon, le peuple qui pourra s'acheter une voiture à plus de 100 000 €, vous m'appelez par à Monaco, mais ça va être compliqué en France métropolitaine de le trouver. C'est vrai que dans ces gammes de tarifs, on s'adresse à des gens qui ont une forte capacité financière. L'avantage de la version hybride rechargeable, c'est que vous ne paierez pas de taxes sur les véhicules de société, pas de malus écologique, car cette voiture n'émet que 70 grammes de CO2 par kilomètre. Avec un empattement de 2,90 m, on est bien accueilli sur les places arrière. Même les personnes de grande taille pourront facilement s'asseoir et enchaîner les kilomètres à l'arrière. Ça, c'est un bon point. Et la personne qui sera assise au centre verra son espace de vie très peu amputé par la présence du tunnel central qui ne remonte pas excessivement haut pour une voiture à transmission intégrale. Juste ici,
Vous avez deux prises USB-C, une prise 12 volts et même une prise 230 volts. Ça, c'est très bien vu. Les réglages de la climatisation et du chauffage sont séparés à l'arrière du véhicule. Vous pouvez, avec le pack hiver, avoir les sièges arrière chauffants. Ça, c'est un excellent point. Sur le modèle que je vous présente, on est sur une sellerie cuir Puglia avec des surpiqûres contrastées qui sont de couleur bleue à l'avant du véhicule, mais pas à l'arrière. Ça, j'ai pas trop compris, il faudra m'expliquer. À l'arrière, vous avez des surpiqûres qui sont de couleur noire. Un accoudoir central avec deux portes gobelets. Le dossier de la banquette arrière est inclinable manuellement sur plusieurs positions avec une commande qui est située de part et d'autre de la banquette arrière. Donc là, vous pouvez relever et régler l'inclinaison de votre siège sans aucun souci. Ciel de pavillon anthracite, ça c'est 2 séries sur la finition R, tout comme le toit ouvrant panoramique. Vous avez des filets de maintien qui sont juste ici. Bon, ça c'est vrai qu'on aurait préféré des poches aumônières traditionnelles avec une belle finition en cuir. Des buses d'aération aussi présentes sur le pilier B du véhicule pour améliorer la diffusion de la climatisation ou du chauffage. Et des surtapis à l'arrière avec des surpiqûres contrastées, cette fois-ci de couleur bleue. On a du mal à comprendre la logique au niveau des couleurs. Il y a une chose qui m'a un peu plus chagriné à l'arrière de ce véhicule. Je vous le rappelle, qui coûte, le modèle que je vous présente, plus de 100 000 euros, 106 000 euros exactement, c'est sur les contreportes. Sur le haut de la contreporte, on a du cuir, des inserts en noir laqué, assez jolis, des inserts qui sont juste en dessous, qui contrastent un petit peu avec celui du dessus. Le milieu de la contreporte en cuir matelassé avec ses surpiqûres, ça lui va assez bien. Par contre, sur le bas de la contreporte et sur le milieu, du plastique dur. Alors ça, je vais vous dire, autant sur des voitures à 50-60 000 euros, on peut encore l'accepter sur certaines seulement, mais là sur une voiture à plus de 100 000 euros, c'est juste inacceptable. Ça va pas en sa faveur au moment de signer le chèque. C'est vrai que dans les gammes équivalentes chez BMW, Mercedes, Audi, Range Rover ou Porsche, les contreportes en plastique, ça n'existe pas. Vous avez du plastique moussé à la limite, mais pas du plastique dur de cette qualité. Dommage. Sur les contreportes à l'avant, même constat sur la présence de plastique dur. Vraiment dommage. En revanche, le haut de la contreporte est plutôt bien fini, avec toujours du cuir matelassé à ce niveau-là. Sachez que vous avez le soft close en option à l'avant qui est disponible pour 705 euros. Il y a un éclairage d'ambiance 30 couleurs qui est de série. Au niveau du système audio, de série, vous avez un système audio avec 8 haut-parleurs et pour 1750 euros, vous avez le Dynaudio Conséquence avec 12 plus 1 haut-parleur et subwoofer de 730 watts qui est présent sur le modèle DC. Le pédalier est en alu. On a aussi les seuils de porte qui sont en alu badge R. Les tapis de sol noirs et bleus, tout comme à l'arrière du véhicule. Sur la finition R, on a les sièges Argo Confort avec le logo R sur les appuis-têtes avec ses surpiqûres bleues. Au niveau du maintien de l'assise, on a des flancs qui sont assez marqués, tout comme sur le dossier des sièges. On n'est pas sur un siège baquet, mais tout de même, on a un bon maintien lorsqu'on commence à accélérer le rythme. Mais la voiture, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, n'est pas du tout faite pour ça. J'ai trouvé l'assise meilleure que sur un Q7. Ça, c'est mes sensations personnelles. On retrouve toujours des réglages électriques des sièges. Ils sont chauffants, ventilés et massants sur le modèle que je vous présente. Un volant en cuir avec perforation de série, insert en alu brossé et en bleu avec l'inscription R qui est juste en bas. Il est chauffant de série sur R, sinon ce sera 265 euros sur la finition élégance. Bien sûr, vous avez les palettes derrière le volant pour changer les rapports de votre boîte de vitesse Tiptronic. Toutes les commandes sont tactiles avec le retour haptique. Alors, j'ai trouvé, ça n'engage que moi, que l'ergonomie n'était pas optimisée. Quand par exemple vous voulez changer vos playlists, j'ai remarqué vous appuyez une fois, ça marche, et la deuxième fois, si vous voulez enchaîner, souvent il faut rappuyer une troisième fois pour que ça fonctionne. Donc j'ai trouvé que le retour haptique et l'ergonomie n'étaient pas très réactifs. Ça, c'est un petit peu dommage. À droite du volant, vous pouvez naviguer dans l'écran d'info divertissement, activer la commande vocale, changer vos playlists et activer le chauffage du volant juste ici. Et sur la gauche, ce sera le régulateur de vitesse et le volume sonore du système audio. L'affichage tête haute, il est de série avec les informations de navigation, de vitesse et de signalisation. L'Innovision Cockpit rassemble l'écran d'info divertissement et l'écran d'instrumentation.
Donc c'est pour ça que vous avez un écran qui est extrêmement large. Ça me fait penser un petit peu à la Mercedes EQS. Cet écran d'instrumentation il fait 12,3 pouces, c'est le Digital Cockpit qui est entièrement numérique et personnalisable. La vision de nuit, appelée la Night Vision, c'est une caméra thermique qui assiste le conducteur la nuit avec l'affichage de l'environnement. Ça c'est 1890 € et ça équipe notre modèle DC. Contrôle de pression des pneus avec affichage sur l'écran d'instrumentation, ça c'est en option, 235 €. Ça c'est quand même à ce niveau de gamme un petit peu dommage. Et il y a énormément d'aide à la conduite. Vous avez le front assist avec freinage d'urgence automatique, la détection de fatigue, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif, l'assistant de maintien dans la voie et avec le pack sécurité plus pour 705 €. Vous aurez les airbags genoux pour conducteurs et airbags latéraux pour les passagers arrière. Sur le design, l'écran, je le trouve super réussi. En plus, je vais y revenir dans quelques instants, l'écran d'infodivertissement est orienté vers le conducteur. L'affichage est plutôt réussi dans l'écran d'instrumentation. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, j'ai eu l'impression de conduire une Golf avec le design du volant pendant tout mon essai, alors que la voiture est très luxueuse. C'est vrai qu'il aurait fallu peut-être un design bien spécifique, ou du moins plus spécifique à ce Touareg qui, je vous le rappelle, est un haut de gamme du constructeur allemand. Planche de bord en plastique moussé avec des surpiqûres contrastées de couleur bleue. Cet écran est magnifique. Je trouve, pour le coup, on fait vraiment corps avec le véhicule lorsqu'on s'assoit côté conducteur. En revanche, le passager aura plus de mal à naviguer dans cet écran d'infodivertissement. Mais bon, au final, le plus important, c'est le conducteur. Côté passager, juste en face, là aussi, il y a un très beau design avec cet empiècement laqué de couleur noire, les buses d'aération qui sont orientables et réglables, et un design très réussi, il faut le reconnaître. Application décorative black metal chrome sur tout le tableau de bord, parce que c'est valable sur la droite, mais aussi à gauche du volant. L'écran d'infodivertissement est tactile, il fait une taille de 15 pouces. Il faut savoir que le Discover Premium inclut l'Apple CarPlay et l'Android Auto. En revanche, l'Apple CarPlay, il ne prend pas tout l'écran et il n'est disponible qu'en branchant avec un câble votre smartphone à la voiture. Vous n'avez pas l'Apple CarPlay sans fil. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur le parking, alors de série, vous avez le Park Assist avec caméra de recul, et pour 995 €, vous avez le Park Assist avec la vue aérienne et la commande à distance. En gros, le véhicule se gare seul par commande à distance et peut sortir de son stationnement tout seul. Bon, c'est plutôt gadget, mais sachez que ça existe. Commande de climatisation tactile, ça se situe tout en bas de l'écran, tout comme l'activation du chauffage et de la ventilation des sièges et du massage également. On a deux aérateurs qui sont placés assez bas. Bon, ça, c'est un petit peu dommage pour optimiser le réglage de la diffusion de l'air. Un rangement juste ici avec une prise USB-C, une prise 12 volts, la possibilité de recharger par induction votre smartphone. Un levier de vitesse qui est assez réussi. Alors autant sur les Golf, parce qu'on parle de la même marque, vous avez un levier de vitesse qui est tout petit. Et c'est vrai, il faut s'y habituer. Moi, au premier abord, j'avais un petit peu de mal. Là, on a un levier de vitesse qui a été bien pensé et réalisé par le groupe Volkswagen. Bien vu, deux portes gobelets non thermorégulées. Sachez-le, vous avez la commande ici pour allumer et éteindre votre moteur. Vous pourrez régler le volume du système audio avec cette commande. Frein de parking électrique, l'auto hold. Là, vous aurez accès à tous les modes de conduite. Et vous en avez pas mal, même des modes off-road avec cette voiture. Et là, vous pourrez régler la hauteur de caisse du véhicule avec ces commandes. Et enfin, un très grand accoudoir central, alors qui est grand de l'extérieur, mais lorsque vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a peu de place avec une prise USB, cette fois-ci, et pas USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je vais vous parler, c'est la suspension pneumatique qui explique en grande partie le confort au volant de ce Touareg R de 462 chevaux. Alors elle est de série sur la finition R, c'est pas le cas sur l'autre finition, et cette suspension elle est réglable sur 5 niveaux. Alors vous avez un niveau automatique qui va régler la hauteur de la voiture en fonction des situations de conduite, un mode chargement qui vous permettra
de mettre la hauteur de la voiture au plus bas possible pour pouvoir charger avec facilité des colis par exemple ou des bagages à l'arrière de votre Touareg. Et ensuite vous avez le mode sport, le mode off-road et off-road plus qui vous permettra d'avoir la plus grande hauteur de caisse mais qui ne sera disponible que jusqu'à 25 km/h. Alors c'est vrai que les suspensions sont plutôt douces, moelleuses et vous permettent de ne pas trop ressentir les défauts de la chaussée et au volant de ce genre de véhicule, c'est très agréable. Après, elles sont vraiment axé vers le confort et pas du tout le dynamisme. Faut pas vous attendre à avoir un SUV dynamique et sportive avec le Touareg, même s'il a 462 chevaux et des accélérations de voiture sportive. C'est vraiment pas du tout sa vocation. La direction est plutôt souple, mais je dirais pas qu'elle est très précise, mais en même temps, encore une fois, c'est pas la philosophie du véhicule. Sur le freinage, le freinage, forcément, il est dans son efficacité un petit peu amputé par le poids du véhicule, déjà des centaines à vide. Il est mordant, mais après, vous attendez pas non plus à avoir, après une répétition de freinage à pleine charge, la même efficacité à la décélération. Mais la voiture, je dois avouer, est super agréable lorsqu'on conduit à un rythme de sénateur. Mais de toute façon, je pense que l'immense majorité des clients achètent le Touareg pour son confort et pas pour son dynamisme. Si vous voulez un SUV dynamique, il faudra plutôt aller voir Audi avec son Audi Q8 ou son Q7 ou Porsche avec son Cayenne. C'est vrai qu'on s'attend avec une dénomination R, cette puissance, à avoir une voiture plus agile, mais sur ce point, il faudra qu'il passe son tour, car il y en a d'autres dans le groupe VAG qui font beaucoup mieux le travail. 7 modes de conduite sont proposés, vous pouvez y accéder avec la molette de gauche sur la console, juste ici. Alors, vous avez des modes Eco, Confort, Normal, Sport, Individual, Off-Road et Snow. Bon, dans les faits, c'est plus du marketing ça que véritablement une option qui sert, même si en fonction du mode que vous aurez sélectionné, vous allez avoir des réglages spécifiques sur le moteur, le train roulant, la direction, ainsi que les suspensions et la climatisation. Les modes sont plutôt marqués correctement, même si on n'a pas la voiture qui est transfigurée comme dans une voiture de sport. Dans les faits, on n'utilise que le mode Eco et le mode Sport lorsqu'on conduit cette voiture. Les autres modes de conduite, comme le mode Snow ou Off-Road, je pense pas qu'ils vont beaucoup vous servir. Et puis même si vous habitez en montagne, vous resterez, grâce à l'efficacité du système 4 roues motrices, uniquement en mode normal ou même mode sport directement. Mais ça, c'est rare de voir des SUV aujourd'hui, à part quand vous regardez des SUV ultra sportifs comme des DBX 707 chevaux, des Lamborghini Urus, avec des modes de conduite qui, pour le coup, transfigurent le caractère du véhicule. Là, c'est pas trop le cas. On appréciera uniquement le changement vers le mode dynamique, le mode sport, qui là pour le coup apporte un peu plus de vélocité à la voiture et surtout plus de réactivité dans la direction. Lorsque vous démarrez avec cette version hybride rechargeable, vous êtes automatiquement en mode E-mode, c'est-à-dire en mode 100% électrique. Donc la voiture va démarrer en mode 100% électrique. Et si vous souhaitez passer en mode hybride, là il faudra appuyer au centre de la molette de gauche, celle qui vous permet de changer et de sélectionner vos modes de conduite, et là vous aurez accès à ce petit menu sur la gauche de l'écran d'info divertissement. Je vais réappuyer dessus et là vous pourrez passer de E-mode au mode hybride, et dans le mode hybride vous pourrez choisir la sauvegarde de l'état de votre batterie. Donc par exemple, si vous souhaitez garder de la charge dans la batterie de votre moteur électrique, il faudra vous positionner sur le niveau le plus haut pour conserver la charge de 100% de la batterie de votre moteur électrique. Alors, c'est vrai que c'est pas très pratique de devoir, à chaque redémarrage du véhicule, resélectionner ce menu pour sauvegarder la batterie de votre moteur électrique. Bon, c'est vrai que ça vous oblige à rouler en 100% électrique et ça vous oblige aussi
à recharger de manière régulière votre moteur électrique. Ça bénéficie au passage bien sûr à la consommation moyenne que vous réaliserez avec votre voiture hybride rechargeable. Beaucoup d'aide à la conduite de série sur ce Touareg. Moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est la présence du Travel Assist jusqu'à une vitesse de 250 km/h. Alors même si dans les faits, vous n'allez pas vous en servir jusqu'à 250 km/h, sauf si vous allez souvent en Allemagne. Ce Travel Assist, il comprend l'aide au maintien dans la voie et aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Et pour le coup, là, il est très réactif, il marche très bien. Il n'est pas trop intrusif. Ça aussi, j'ai trouvé ça pas mal, contrairement à BMW avec son X5 qui, il faut l'avouer, a une manière de vous remettre dans la voie. Vous avez l'impression de vous prendre un coup de volant du passager dans la direction. C'est pas forcément agréable. Et là, le Touareg est pour le coup très doux. Autre équipement, il a le détecteur d'angle mort et aussi l'assistant d'intersection. Donc si les caméras qui sont situées en haut du pare-brise détectent un véhicule qui arrive un petit peu trop vite dans une rue perpendiculaire à la vôtre, il va automatiquement appliquer un freinage d'urgence pour éviter la collision imminente. Et c'est vrai que toutes ces aides à la conduite, ça participe à ce sentiment de sécurité omniprésent lorsqu'on conduit le Touareg. C'est un véhicule qui va essentiellement être conduit et utilisé par des familles. Et lorsqu'on transporte sa famille en voiture, la sécurité, c'est primordial. Bien sûr, je vais vous faire une petite accélération, un petit 0 à 100. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah ouais, je m'attendais pas. Oh. Ah, ça accélère très fort. Surtout sur les premiers mètres. J'avoue, je suis un petit peu surpris par l'explosivité de la voiture sur les premiers mètres. C'est la première accélération que je fais au passage avec le véhicule. J'aime bien, comme ça vous voyez sur ma tête si ça va vite ou pas. C'est vrai qu'il y a des voitures, vous le voyez bien sur YouTube, et des voitures, j'ai strictement aucun signe sur mon visage qui présage d'une accélération qui pourrait vous disloquer la nuque. Bon là, ça va pas vous disloquer la nuque non plus, faut pas exagérer, mais en tout cas pour une voiture de 2,5 tonnes, ça accélère fort, faut le reconnaître. 5,1 secondes de 0 à 100 km/h, bien assez pour dépasser une voiture lente ou déposer la grande majorité des voitures à un feu tricolore. Sur les reprises, c'est pareil, surtout lorsqu'on est en mode dynamique. Là, j'étais en mode dynamique. La voiture en offre vraiment beaucoup. On se sent assez facilement, jusqu'à des vitesses de 50, 60, 70 km/h, on se sent enfoncé dans le siège. Même si, encore une fois, on préférera cruiser au volant de ce Touareg R de 462 chevaux plutôt que le malmener dans des virolos ou dans des zones sinueuses. Mais regardez plutôt, là je me lance. C'est hyper sympa. Bon, en gros, vous pourrez transporter votre famille avec vélocité. Là encore une fois, c'est vrai que la dénomination de la voiture avec ce look, ces grosses jantes hyper acérées, cet avant sportif et bestial, on s'attend à quelque chose de sportif, tout comme sur un Cayenne par exemple, un Cayenne Turbo. Bon, on en est loin quand même, faut quand même le reconnaître. Mais on appréciera enchaîner des centaines, voire des milliers de kilomètres tout seul ou avec plusieurs personnes. Et à ce petit jeu, le Touareg, il est plutôt bon. Il faut maintenant conclure l'essai de ce Volkswagen Touareg 2022. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un poids conséquent. Plus de 2,5 tonnes à vide sur la balance. Et ça, forcément, ça a créé énormément d'inertie dans les virages. C'est bien dommage. On a l'absence de motorisation diesel en France et des détails de finition inacceptables avec les contreportes en plastique dur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la présentation de l'intérieur du véhicule. Je vous rassure, il a tout de même beaucoup de qualité. Déjà un moteur très puissant et coupleux et efficace de 462 chevaux, des aides à la conduite à la pointe, un intérieur, un habitacle vraiment réussi avec beaucoup
d'habitabilité pour les occupants du véhicule, que ce soit à l'avant mais aussi aux places arrière. Et un design, il faut le dire, assez sympa, notamment avec ce bleu lapis. Pour répondre à la question, est-ce que le Touareg est mort? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Alors déjà, en termes de déficit d'image, il est vrai que quand on est prêt à signer un chèque de plus de 100 000 €, il est difficile d'avoir ce logo Volkswagen à l'avant et à l'arrière du véhicule, même sur le volant, c'est ce que je pense à titre personnel. Lorsqu'on a le logo Volkswagen, qui veut dire la voiture du peuple, on est plus prêt à faire l'acquisition d'un véhicule à 25, 30, 35 000 € comme une Polo ou une Golf. Et je pense que ça lui dessert énormément, surtout en 2022, où il y a une montée vers le luxe, vers le haut de gamme de beaucoup de constructeurs automobiles. Et ça explique aussi son manque de score en termes de vente. Il faudrait que Volkswagen pense, tout comme l'a fait Seat avec Cupra, à peut-être créer une nouvelle marque plus haut de gamme, toujours rattachée à Volkswagen, pour enfin le positionner comme un véhicule exclusif. Beaucoup de marques l'ont fait, hein. J'ai pris l'exemple de Cupra, AMG avec Mercedes, il y a les RS avec Audi, ça lui permettrait d'enfin avoir le statut qu'il mérite. Sur le deuxième élément, il faut prendre en compte l'électrification massive des voitures en 2022. Alors, il n'y a pas de motorisation diesel, il y a une motorisation, même deux motorisations hybrides rechargeables qui sont proposées sur le Touareg. Mais est-ce que cela est suffisant pour passer cette phase vers l'électrification? Je ne pense pas. Regardez plutôt, hein, chez les concurrents, vous avez chez Mercedes le EQS SUV, on a chez Audi le Audi e-tron Quattro. Beaucoup de marques commencent à proposer des SUV haut de gamme 100% électrifiés, tout comme BMW avec le BMW iX. Donc l'avenir du Touareg va exister avec une motorisation 100% électrique, mais il faudra aussi apporter plus de disruption dans le design et plus de changements. Avec son look actuel, je ne pense pas qu'il puisse avoir un avenir en 100% électrique. Volkswagen a sans doute dans les tuyaux déjà son remplaçant. Donc est-ce que le Touareg est mort? C'est difficile de trancher de manière ferme. Son avenir est clairement incertain. Il est peut-être temps pour le Touareg de tirer sa révérence et de passer le relais à une génération plus électrifiée ou 100% électrifiée, mais aussi avec plus de disruption, tant sur ses technologies que sur son design. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que le Touareg est mort en 2022. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je présente un essai détaillé. Donc les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et sur YouTube, mettez un pouce bleu. Ça m'aide vraiment beaucoup. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!